Merci Guy. Effectivement, je vais vous parler de mesures générales de prévention qu'on est amené à mettre en place quand on a affaire à des batteries au lithium. Alors, comme nous venons de le voir, et je ne vais pas m'attarder sur ces points-là, les batteries au lithium peuvent exposer les utilisateurs, les salariés à différents risques, des risques chimiques, des risques électriques, des risques d'incendie, explosion et des risques liés à la manutention. Les causes sont diverses, que ce soit des causes mécaniques, des chocs, des percements, des causes thermiques, températures élevées, des températures basses, de l'humidité, des causes mécaniques, électriques, un usage non adapté comme une surcharge ou un court-circuit interne. On l'a vu également, on l'a déjà abordé, certains de ces risques sont liés à l'endommagement de la batterie. Alors ces batteries endommagées peuvent être repérées de différentes façons, soit suite à une observation visuelle, si elles apparaissent gonflées, déformées, si elles présentent un écoulement, si elles sont percées, mais on peut aussi les repérer à l'utilisation, par exemple si une batterie chauffe anormalement ou alors si elle ne tient plus la charge alors qu'elle n'est pas spécialement usagée, elle n'a pas beaucoup servi. C'est vrai qu'on associe plus facilement une batterie endommagée à une batterie qui a déjà servi, qui a déjà été utilisée, qui est peut-être même en fin de vie, mais dans certains cas, on ne peut pas exclure qu'une batterie neuve puisse également être endommagée. Donc, tenant compte un peu de tous ces éléments, il va être important de mettre en place des mesures générales de prévention, aussi bien quand on manipule des batteries au lithium que quand on les stocke ou qu'on les charge. Alors concernant la manipulation de batteries qu'on pourrait appeler de faible ou de moyenne puissance, on gardera toujours présent à l'esprit que ce sont des équipements dangereux. Donc on pourra se référer à la notice technique du metteur sur le marché et des préconisations qui figurent sur cette notice technique. Dans un premier temps, on veillera toujours à examiner la batterie et à éliminer, repérer, séparer les batteries qui paraissent endommagées afin de les évacuer le plus rapidement possible. Les batteries sont quand même des objets qui sont fragiles, donc on va les manipuler avec précaution. On évitera bien évidemment de les faire tomber, de les heurter. On évitera également de les exposer à des températures, des sources de chaleur, alors soit des flammes nues, mais ça peut être également des sources chaudes, des rayonnements solaires, ainsi qu'à des températures qui seraient soit élevées, soit trop basses. Et on évitera également une exposition à l'humidité. Enfin, pour les batteries qui sont d'une plus forte puissance, on protégera les bornes pour prévenir tout court-circuit et tout contact direct. Si on est amené à devoir manipuler des batteries qui seraient endommagées, alors si cette manipulation se fait en intérieur, idéalement, on manipulera des batteries sous captage enveloppant type Sorbonne. À défaut, on utilisera un captage à la source type d'osseray aspirant. Vous avez une illustration de ces deux équipements sur la diapositive. Ce captage se fera bien évidemment en complément d'une ventilation générale du lieu de travail. Si la manipulation se fait en extérieur, on manipulera préférentiellement, bien sûr, ces batteries à l'abri des intempéries. De toute façon, dans les deux cas, cette manipulation, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, elle devra se faire à l'écart des matériaux combustibles. Au niveau du lieu où on pourrait être amené à manipuler des batteries endommagées, on aura à disposition, on l'a déjà un petit peu abordé avant, un absorbant inerte qui sera soit du sable sec, de la vermiculite, pour pouvoir recouvrir des batteries, bien évidemment, de petite ou de moyenne taille. On aura également en complément un bac incombustible qui sera rempli de cet absorbant afin de placer une batterie qui commencerait à avoir des dégagements de fumée ou qui prendrait feu. On peut également avoir à disposition une couverture anti-feu et on mettra aussi une douche de sécurité ou au moins une fontaine oculaire en cas de projection, par exemple, d'électrolyte. La manipulation de batteries endommagées se fera également avec des équipements de protection individuelle, donc des vêtements de protection, des gants de protection donc contre le risque chimique ou le risque thermique, et pour des batteries plus puissantes, effectivement, aussi contre le risque électrique. On portera un écran facial afin d'éviter, de parer toute projection d'électrolyte ou apparition d'arc flash.
Enfin, on complétera ces équipements de protection individuelle par le port d'appareils de protection respiratoire qui sera équipé d'un filtre anti-gaz. En ce qui concerne les batteries de véhicules ou engins, donc ces batteries sont bien plus lourdes puisqu'elles peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos, donc on utilisera des accessoires de levage et des accessoires d'aide à la manipulation. Ces batteries sont également puissantes. Les tensions mises en jeu sont très souvent supérieures à 60 volts et les capacités supérieures à 180 ampères-heure. Donc on s'assurera de la protection des connectiques par la présence de bornes d'indice de protection IP2X ou IPXXV et à défaut, on posera des protections isolantes sur ces connectiques. L'intervention sur batterie de véhicules et engins pourra nécessiter une habilitation électrique qui va dépendre de plusieurs critères. Alors tout d'abord de la nature de l'opération. Est-ce que c'est une opération de connexion-déconnexion? Est-ce que c'est une opération de maintenance, de nettoyage des connectiques? Alors ces connectiques, on regardera leur protection. Est-ce que ce sont des connectiques, enfin des connectiques protégées ou des connectiques qui ne sont pas protégées? Et dans le cas où les connectiques ne seraient pas protégées, on regardera les énergies mises en œuvre, la tension, en particulier avec un seuil à plus ou moins 60 volts, et la capacité avec deux seuils, 180 ampères-heure et 275 ampères-heure. Et en fonction de ces différents éléments, on pourra soit avoir uniquement besoin d'une formation, ou alors d'une habilitation B2XL ou B2TL, donc qui correspond à des travaux sous tension. Lors de l'intervention sur batterie de véhicule ou engin, le personnel sera également correctement équipé, on l'a déjà vu, des vêtements de protection, des gants isolants où on s'assurera de l'étanchéité avant l'intervention, bien sûr, de ces gants, et un écran facial, comme on l'a dit avant, pour éviter, enfin, en cas d'apparition d'arc électrique. Remarque importante, la connexion-déconnexion d'une batterie doit se faire hors charge, en circuit ouvert, et les bornes qui seraient accessibles doivent être alors protégées. Les opérations sur véhicules d'entretien, de maintenance, de réparation devront se faire dans un espace dédié, c'est-à-dire qu'on va respecter une distance de sécurité autour de l'engin, en particulier autour des pièces nues qui seraient sous tension. Alors cette distance, elle sera ce qu'on appelle cette zone de voisinage sera de 3 mètres s'il n'y a pas de balisage physique, et sera ramenée à 1 mètre en cas de balisage physique. Enfin, au niveau de cette zone, on ne fera intervenir que des personnes qui sont habilitées. Lors de l'intervention, on va procéder à la consignation du véhicule en respectant la procédure constructeur afin d'effectuer ces opérations, donc aussi bien sur le véhicule qu'à son voisinage. Donc on va identifier le véhicule, comme quoi c'est un véhicule électrique. On va séparer les sources de tension. On va par exemple séparer la batterie du reste du circuit électrique. On condamnera en position ouverte les organes de séparation de ce circuit électrique, et au niveau du circuit qui nous intéresse, on vérifiera l'absence de tension. En ce qui concerne le stockage des batteries, donc on respectera avant tout les préconisations du fournisseur, entre autres en ce qui concerne les plages de température, donc de stockage, qui varient en général entre 10 et 25 degrés, et le taux de charge de l'ordre de 50%, ce qui peut être différent, mais qui ne sera en aucun cas ni au maximum ni au minimum de ce taux de charge. Bien évidemment, ce stockage se fera à l'écart des sources de chaleur, dans les rayonnements solaires, du froid, de l'humidité et des produits combustibles. On assurera une distance de quelques mètres, et ceci même s'il y a la présence d'un système d'extinction automatique, car on le verra un petit peu plus tard, ces systèmes ne sont pas toujours très efficaces. On pourra augmenter cette distance si on a des batteries qui sont plus puissantes, comme des batteries de véhicules ou d'engins.
Alors si le stockage se fait dans des zones ou dans les locaux qui sont non spécifiques, c'est non spécifique au stockage. Donc, ces zones seront délimitées, on va les baliser, on s'assurera qu'elles ne sont pas encombrées, on les ventilera mécaniquement de préférence, mais on pourra accepter une ventilation naturelle à condition que l'efficacité de cette ventilation soit vérifiée. Les sols seront imperméables ou alors on aura présence d'une cuvette de rétention. Et au niveau de cette zone, on mettra un peu plus de moyens d'extinction que ce qu'on trouvera par exemple dans d'autres zones de l'établissement. Le stockage peut également se faire dans il peut y avoir un stockage spécifique de ces batteries, il peut se faire donc dans des armoires de stockage. Donc ces armoires sont coupe-feu en général 1 heure ou 1h30. Elles contiennent, de par leur conception, un bac de rétention au sol. Elles ont un système de ventilation avec un rejet à l'extérieur, bien évidemment, qu'il faudra faire à l'extérieur du local. Et elles incluent des systèmes d'alarme, alors soit visuels ou sonores, par exemple en cas d'augmentation de température ou en cas de dégagement gazeux. Elles peuvent contenir des fonctionnalités additionnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent également servir à la charge de batterie, donc intégrer des stations de charge avec surveillance de cette charge. On parle à ce moment-là de stockage actif. Et elles peuvent aussi inclure un système d'extinction automatique. Autre stockage spécifique de batterie, les conteneurs ou des locaux qui sont dédiés au stockage de batterie. Alors là aussi, on peut faire du stockage passif, sans charge, ou du stockage actif. En général, ces conteneurs locaux sont modulables, voire réalisables sur mesure. Ils sont coupe-feu 1h30 minimum, quelquefois 2 heures. Ils intègrent un système de ventilation, là aussi un système de surveillance avec des détecteurs de gaz, capteurs de température, mais également un système d'extinction automatique. Et pour les locaux de charge, sachant qu'un salarié peut rentrer à l'intérieur, il peut y avoir aussi un système de manutention qui peut l'aider lors de la manipulation de batteries d'un poids important. Le stockage des batteries endommagées, lui, se fera obligatoirement à l'écart des autres batteries. Alors, dans des récipients incombustibles qui sont non conducteurs d'électricité, et on placera la batterie qui est endommagée dans un sachet plastique, on placera ce sachet plastique dans ce conteneur, on va le recouvrir après d'une couche importante de sable sec, de vermiculite ou d'autres. Il y a d'autres possibilités. On peut placer plusieurs sachets au niveau de ce conteneur à condition de les espacer suffisamment et de bien les recouvrir de vermiculite ou de sable sec. Ces points-là seront réabordés cet après-midi lors de l'intervention de M. Turmel de Corépil. Bien évidemment, ce stockage se fera également aussi à l'abri de l'humidité, des sources de chaleur et du rayonnement solaire. Il existe également des sacs anti-feu dans lesquels on va pouvoir glisser des batteries, alors bien sûr de petits volumes, et ces sacs peuvent résister à un emballement thermique. Enfin, on fera évacuer le plus rapidement possible par un prestataire compétent, donc soit un recycleur ou un éco-organisme, une batterie endommagée, sachant qu'on l'aura déjà dans un premier temps isolée, si possible à l'extérieur par exemple. En ce qui concerne la charge des batteries, on ne chargera jamais une batterie qui paraît endommagée, qui est suspecte, pour lesquelles on a des doutes, qui apparaît un peu choquée, qui aurait été un peu déformée. Voilà. Et on utilisera toujours le chargeur d'origine ou alors un chargeur qui sera adapté en tension ou en capacité. Et on respectera le taux de charge qui est préconisé par le fournisseur de la batterie. On a des feux de batterie qui démarrent suite à des emballements de batterie qui sont liés à des chargeurs qui sont inadaptés pour le type de batterie que l'on souhaite charger. On ne laissera pas brancher une batterie une fois qu'elle est chargée. Il y a des indicateurs de fin de charge ou alors des chargeurs qui stoppent la charge à partir d'un certain seuil. On assurera une surveillance de la charge des batteries et on ne couvrira pas une batterie qui serait en charge, on ne la placera pas sur une surface chaude, un radiateur par exemple.
En ce qui concerne les locaux de charge, ils devront être signalés, balisés. Là, vous avez à l'écran un exemple de signalétique qui est non spécifique aux batteries au lithium, mais qui peut très bien convenir pour un local de charge. Ces locaux de charge seront également ventilés, là aussi en permanence, de façon mécanique préférentiellement, mais avec une possibilité d'une ventilation naturelle si elle est efficace, un peu comme avant. Si on est amené à avoir un grand nombre de batteries, donc un grand nombre, c'est peut-être plusieurs dizaines de batteries qui sont en charge, on aura un local dédié à la charge des batteries, avec des parois et un plancher qui sera résistant au feu, ou alors ce local sera suffisamment éloigné des autres bâtiments de l'ordre de plusieurs mètres, d'une dizaine de mètres. Enfin, si au niveau de l'établissement, la puissance totale de charge dépasse les 600 kW, on pourrait être concerné par la réglementation ICPE, donc des installations classées pour la protection de l'environnement, en particulier la rubrique 29-25, et on devra donc respecter ce qu'édicte cette rubrique. Alors, comment intervenir sur un incendie de batterie? On va aborder certains points qui seront complétés lors de l'intervention de M. Gentillot du SDIS de la Vienne, qui interviendra juste après cette présentation. Donc, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que c'est une batterie qui brûle, c'est un feu très énergétique avec un fort rayonnement thermique. Donc, que faire? Plusieurs possibilités à faire de façon unitaire ou à coupler peut-être. Donc, on peut tenter de déplacer la batterie. On peut essayer d'éteindre le foyer. On peut essayer d'intervenir plutôt sur l'environnement, limiter la propagation de l'incendie. Ou alors, quelquefois, et c'est la seule solution, on laisse brûler. Si on décide d'intervenir, le salarié ne doit le faire que s'il peut assurer sa propre sécurité. Sinon, il appelle les services de secours, les pompiers. Alors, il peut essayer de déplacer la batterie afin de l'isoler, si possible. Alors, pour cela, il faudra qu'il utilise un outil, qu'il s'aide d'un outil ou d'un engin adéquat en fonction de la taille de la batterie. Il essaiera de placer, si possible, cette batterie en extérieur et, dans tous les cas, à distance de tout ce qui est matériaux combustibles. En cas s'il décide d'essayer d'éteindre le foyer, donc il pourra utiliser des agents extincteurs classiques. Alors ces agents extincteurs ne sont pas toujours très efficaces car il y a une réelle difficulté à faire pénétrer l'agent extincteur au niveau de la batterie, au niveau du conditionnement de la batterie. De plus, les quantités d'agents extincteurs qui sont embarqués dans ces moyens mobiles sont assez limitées, c'est de l'ordre de 6 kg, 6 litres, et donc souvent insuffisant, mais on pourra essayer de refroidir au moins la batterie. Enfin, on peut utiliser des poudres pour feux de métaux, donc des extincteurs de classe D, qui semblent un petit peu plus efficaces sur des petits foyers, mais ça va dépendre aussi du type de batterie lithium. Alors, il existe des agents extincteurs qui sont en cours de développement et qu'on commence à trouver sur le marché. Souvent, c'est de la vermiculite qui est en suspension dans une solution et qu'on va pulvériser sur un feu de batterie. L'objectif, ça va être d'encapsuler cette batterie en créant une sorte de pellicule, c'est-à-dire que la vermiculite, comme le feu est très, très puissant, enfin, un pouvoir calorifique très important, va fondre et va former comme une sorte de carapace, le but étant d'essayer d'étouffer le foyer. On peut également, au niveau de ces nouveaux agents extincteurs, essayer de diminuer fortement les températures émises par l'ajout d'additifs et de réduire les émissions gazeuses et de fumée. On a vu que ces émissions étaient très, très importantes dans le cas d'une batterie qui brûle. D'autres moyens d'intervention, on peut essayer d'immerger ou de recouvrir la batterie. Alors ça va bien évidemment dépendre de sa taille. Si on a par exemple des petites ou des moyennes batteries, on pourrait essayer de les recouvrir de sable sec ou de vermiculite, le but étant là aussi d'étouffer le foyer. Et pour par exemple les batteries de véhicules, on peut les plonger dans des grandes quantités d'eau, dans des bacs remplis d'eau. On peut également utiliser une couverture ou bâche anti-feu pour recouvrir
couvrir donc des batteries, alors là de petite taille, de moyenne taille, voire des batteries de véhicules, voire carrément tout le véhicule. Là, l'objectif étant de limiter les projections et d'étouffer le foyer. De toute façon, dans tous les cas, on restera vigilant quant à une possible reprise de feu. On a vu que des batteries de véhicules qui avaient été plongées qui avaient été immergées, qu'on ressortait quelquefois 48 heures après, pouvaient repartir en emballement thermique. Il existe également des extinctions automatiques, des installations automatiques d'extinction. Alors, comme je l'ai dit au début, ils ne sont pas toujours très efficaces. Ça demande une étude spécifique en fonction de ce qui va être stocké, de ce qu'il va falloir éteindre, va falloir prendre en compte tous ces éléments. Alors, il y a des tests qui sont en cours pour de nouvelles techniques qui viennent mêler des émissions de gaz et des brouillards d'eau, le but étant d'essayer de refroidir et d'étouffer. On peut également intervenir sur l'environnement de la batterie, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter la propagation de l'incendie, soit en arrosant abondamment pour donc limiter ces effets dominos, à condition que l'environnement de la batterie soit compatible avec l'eau. Et on peut également mettre en place des rideaux d'eau ou des lance-écrans. Là, le but, ça va être de limiter un peu le rayonnement thermique. Enfin, dernier point, on informera les acteurs. Alors, parmi ces acteurs, on a les secours extérieurs. On va les informer en cas d'intervention qu'il s'agit d'un feu de batterie lithium. Ces feux sont spécifiques, nécessitent des techniques particulières. On en parlera juste après. On va aussi localiser au niveau du plan d'intervention les zones où seraient stockées, manipulées, seraient en charge des batteries lithium. Et dernier point, on informera l'assureur du lieu, de l'établissement, pour que ce risque lié, les risques liés aux batteries lithium soient pris en compte au niveau du contrat et que s'il impose ou fixe certaines règles à respecter, elles le soient bien prises en compte. Voilà, je vous remercie.